Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Et c'est la dernière fois que je dis cette phrase en 2024 puisque il est à peu près 15 h, on est le 31 décembre. Je tenais à vous faire cette petite vidéo avant la fin de l'année pour vous remercier très sincèrement puisque c'est pas à l'instant je pleure à chaudes larmes, mais vous l'avez vu avec le déménagement, 2024 j'ai commencé l'année en étant hyper déprimée. Là ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup mieux dans ma vie, dans tout c'est en partie grâce à vous. Donc un grand merci pour cette année passée ensemble, pour les rencontres qu'on a fait, pour les commentaires, pour les échanges, pour votre présence, vraiment un grand merci pour cette année. J'espère que l'année prochaine sera encore plus belle, mais bon, avec mon mariage qui arrive, nul doute que 2025 ça va être une année de folie. En tout cas, pour reparler bouquins, j'avais envie de vous parler de ces livres que j'ai lus en fin d'année, tout simplement parce que je ne ferai pas de bilan lecture de décembre, parce que je vais faire en fait en début d'année un bilan de l'année. Mais parce qu'il y a quand même certains titres, soit il faut que je vous en parle, soit c'était tellement un gag que je vous ai dit toute l'année que j'allais le lire et que je le lisais pas, qu'il faut que je vous prouve que je l'ai lu. Donc, mes petites dernières lectures de l'année, eh ben elles ont été pas mal rythmées quand même par Noël, mais pas que. Alors on va commencer par les livres de Noël. Je les ai pas tous pris parce qu'en fait ces derniers temps là j'ai fait une boulimie de lecture et j'avais pas le temps de faire une vidéo de 20 000 minutes. Mais du coup il y a deux petits romans que j'ai lus en cette fin d'année sur Noël que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais vous présenter. Le premier c'est Noël aux 4 cafés de Rachel Roland, publié chez Nami. C'est un titre que Nami m'avait envoyé au moment où j'ai été partenaire pour l'année 2025. J'ai d'ailleurs très hâte de recevoir les premiers titres de 2025 puisque je les ai déjà lus il y a quelques mois mais je les ai pas en physique. Et du coup je m'étais dit bah ça je vais le garder pour Noël, c'est parfait. Donc de quoi ça parle? Et bah on est un petit peu sur une comédie romantique de Noël, mais je trouve beaucoup moins niaise et mielleuse que certaines. Alors attention, hein, ce n'est absolument pas péjoratif ce que je dis. Cette année j'ai à peu près regardé un téléfilm de Noël par jour, donc voilà, je ne critique absolument pas. C'est juste, vous voyez, ben, les romances de Noël souvent c'est quand même très mielleux, très mièvre. Ça c'est un peu moins je trouve. On était un peu plus dans de la fiction classique, mais ça se passait à Noël. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On suit un jeune homme dont j'ai déjà oublié le nom, c'est dire, qui en fait vient de perdre son chat. Et il est dans une situation qui est pas hyper top pour lui en ce moment. Et le destin fait qu'on lui propose un travail en fait au Cappuccino, un bar à chats. Et pour éviter d'être assailli par les chats alors que lui il vient d'enterrer le sien et qu'en plus c'est suite à une séparation, enfin c'est très compliqué voilà, et ben il va dire qu'il est allergique parce que voilà ça sort tout seul, il sait pas pourquoi il a dit ça. Et donc il va dire qu'il est allergique à Amy, qui est la nièce de Sylvie qui tient le café. Et en fait bah, les deux vont commencer à s'apprivoiser tout simplement. Et lors d'une tempête de neige, ils vont être bloqués dans le Cappuccino. Et c'est à ce moment-là que les ennuis vont commencer. J'ai trouvé que c'était juste hyper mignon, hyper doudou, sans non plus tomber dans les travers de la mièvrerie abusée, dégoulinante, sucrée. Voilà, c'était tout en légèreté je trouvais, et tout en apportant quand même une certaine douceur, un côté cocooning à cette romance de Noël qui en fait est une romance, mais on pourrait en douter tellement elle est faite avec légèreté et tellement on n'est pas dans les codes classiques de la romance de Noël. J'ai beaucoup aimé le développement de la relation entre Amy et bah, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le jeune homme. J'ai bien aimé aussi les on va dire retournements de situation que je n'avais pas vu venir, et quand j'ai compris je me suis dit ah ouais ok pourquoi pas. C'est une petite histoire qui va vous demander pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'investissement, mais qui va laisser une jolie empreinte puisqu'elle est remplie de jolis sentiments, qu'elle est remplie de douceur, que même si vous n'êtes pas un ou une fanat de chat comme moi, vous pouvez apprécier quand même ce roman que moi j'ai trouvé super mignon. Et le deuxième roman de Noël, je viens tout juste de le terminer en audio et là je suis en train de regarder parce que ça brille de mille feux. Il s'agit de Meurtre et pudding de Noël de Joël Fluck. Donc c'est la 11e enquête d'Anna Swensen publiée chez Cherche Midi. D'habitude les tomes de Noël de cette saga sont plutôt des petites nouvelles où il se passe même souvent pas de meurtre, où c'est plutôt assez chill, assez machin. Celui-ci s'inscrit vraiment dans la veine
d'un tome classique en se passant à Noël. Il brille, je vous dis, il est magnifique. Donc on suit Anna, encore une fois, c'est Noël, elle doit faire plein de préparatifs puisque évidemment en plus de son magasin, des commandes pour Noël de biscuits, elle doit également gérer le repas de Noël pour sa famille. Et évidemment elle va comme d'habitude tomber sur un cadavre et mener l'enquête puisqu'elle ne sait jamais s'empêcher de mettre son nez à peu près partout. On est toujours sur, voilà, cette petite ville très sympathique qui cache une myriade de meurtriers. On ne sait pas comment c'est possible, mais c'est pas grave parce que on s'en fout en fait. On est là en sachant que c'est pas plausible, en sachant que, voilà, ça a été écrit il y a une paire d'années et du coup il y a certaines remarques un petit peu grossophobes qui ont du mal à passer, mais on se dit c'était une autre époque. On est là en sachant que, voilà, tout se ressemble un petit peu, que c'est un petit peu toujours la même chose, mais c'est notre plaisir coupable, c'est notre série doudou, c'est là où on a envie de se replonger dedans et on sait qu'on est entre de bonnes mains puisque Anna est hyper attachante, que sa relation avec sa sœur, sa grande sœur Andrea est juste géniale, qu'elle est très drôle, qu'elle est un petit peu, on va dire, maladroite, à l'instar de Bridget Jones. Vraiment je l'adore moi et donc je passe toujours un très bon moment avec ses enquêtes. Celle-ci était pas l'enquête la plus palpitante que j'ai pu lire, mais je l'ai écoutée en faisant mon bullet journal pour l'année 2025, je me suis régalée et donc je suis à jour. J'ai rattrapé mon retard, je suis à jour et je serai du coup présente pour le tome 12. Et ouais 12, mais en anglais il y en a déjà une trentaine, donc 12 finalement, qu'est-ce que c'est sur 30? Voilà. Mais je n'ai pas lu que des romans de Noël et donc je vais vous parler de ces 3 romans dont il faut que je vous parle, puisque j'ai lu d'autres romans en plus, notamment je pense à la fin de la duologie de l'Engrange-Temps. Mais les 3 livres que j'ai sélectionnés, il faut vraiment que je vous en parle. Le premier, c'est If We Were Villains de M.L. Rio, publié chez Phibbs, que j'avais gardé en disant c'est le livre que j'ai le plus hâte de lire, je sens que ça va être un coup de cœur et tout machin. Et j'avais raison. C'était un coup de cœur monumental. C'est ma bonne découverte de la fin de l'année. C'est genre, en fait, c'est le livre où je me suis dit, ah, est-ce que finalement il va détrôner le grand gagnant qui est là depuis juin? Je vous dirai pas, vous verrez dans le bilan, mais quoi qu'il arrive, vraiment, je m'y attendais et en même temps je m'y attendais plus et ça a été une claque. Vraiment, ça a été une claque ce roman, je l'ai adoré. Je l'ai écouté en audio et je l'ai trouvé exceptionnel. Alors, pour rappel, c'est en fait une histoire où on va suivre Oliver qui sort de prison, ça fait 10 ans qu'il est en prison pour le meurtre d'un de ses amis. Au début on sait pas trop ce qui s'est passé, on sait pas pourquoi, ni qui, ni comment, voilà, on sait juste que c'est lui qui a été condamné. Et l'enquêteur qui s'est chargé de l'enquête a pris sa retraite, sauf qu'il sent qu'il y a un truc qu'il a jamais pu démêler, il y a un truc qu'il a toujours chiffonné et du coup il va rendre visite à Oliver pour lui demander de lui raconter la vérité et sachant que vu qu'il est à la retraite il ne pourra pas utiliser ces éléments pour l'enquête. Et donc on va replonger, on va faire des alternatives entre le présent, le passé, le présent, le passé et retourner dans une académie prestigieuse où on suit un groupe d'étudiants en théâtre qui sont 6 ou 7, je sais plus exactement combien, et qui donc font des études de théâtre pour devenir des comédiens renommés. On est sur leur dernière année, donc ils se connaissent depuis un moment, il y a déjà des dynamiques de groupe, il y a des personnes qui ont des rôles, que ce soit sur scène ou dans la vie, il y a la grosse brute, il y a la femme fatale, il y a le gentil copain, il y a le bel étalon écorché vif, enfin, il y a plein de personnages, ils ont tous un rôle et en fait au-delà d'avoir un rôle, ils se sont inscrits dans le rôle qu'on leur a donné aussi dans la vraie vie. Ils ont exacerbé ces côtés-là qu'on leur a confiés en fait et c'est pour ça que cette dynamique de groupe est déjà très particulière. Il y a beaucoup de choses qui refont surface et donc on va plonger dans cette histoire. Je ne conseille pas ce roman à tout le monde, pas du tout, loin de là. Pourquoi ? Parce que il faut aimer le théâtre, il faut aimer Shakespeare, il faut aimer cette ambiance Dark Academia puisque l'autrice va disséminer énormément de scènes de théâtre qui sont jouées et qui donc sont retranscrites dans le roman. Et si vous n'aimez pas un tant soit peu le théâtre, vous n'allez pas du tout apprécier cette partie-là, vous allez avoir envie de sauter les passages. Alors qu'en fait ils sont très importants puisqu'ils sont en corrélation avec l'histoire qui s'y passe. Du coup ils sont pas là juste pour faire joli, ils ont vraiment une utilité. Mais voilà, si vous n'aimez pas le côté Dark Academia,
théâtre, art dramatique, voilà, tout ce genre de choses, vous n'allez pas forcément passer un très bon moment avec ce roman. Ça va vous paraître très long, très redondant, alors qu'en fait les pièces sont très importantes et sont à analyser avec l'histoire en parallèle. Et moi, mais je me suis régalée. Je n'ai pas vu venir la fin jusqu'à, on va dire, jusqu'à ce que l'autrice nous permette de deviner facilement qui était le coupable. Mais pendant tout le long, j'étais pas vraiment sûre de moi. Tous avaient un petit peu un mobile. Déjà, il fallait comprendre qui avait été tué. Et puis après, apprendre à les connaître, essayer de déterminer quelles étaient les dynamiques entre les différents personnages, quelles étaient leurs relations, quels étaient leurs griefs, quels étaient... Voilà, tout ce genre de choses. Et en fait, c'était excellent. C'était excellent. J'ai adoré, voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est un de mes meilleurs livres cette année. C'est pour ça qu'il était important que je fasse cette vidéo, parce que vraiment ce livre il était exceptionnel. Donc si vous aimez l'ambiance Dark Academia, la vraie, pas celle juste c'est une école avec de la magie, car ça n'est pas de la Dark Academia. Donc vraiment la vraie ambiance Dark Academia, avec le côté art de la scène, art dramatique, voilà ce genre de choses, allez-y. Sinon, si vous n'aimez vraiment pas ça, passez votre chemin. J'ai enfin lu aussi une relique de Mapale que j'ai également lu en audio. Il s'agit du Maître des Chagrins de Justin Cole. C'est le tome 2 de la saga des Dieux Silencieux. C'est publié chez Brajlon. Pour rappel, j'avais adoré le premier tome qui en fait retrace l'avènement d'un vilain. C'est une saga en 4 tomes. Enfin, qui aura 4 tomes puisque le 3e va bientôt être publié en VO, je crois, l'année prochaine. Et le premier tome est dans le prémisse des vilains. Parce qu'on sait, il nous l'a dit, l'auteur, ce héros en fait qu'on va suivre va devenir le grand méchant de l'histoire. Et tout l'intérêt du truc, c'est de comprendre comment, de voir l'évolution, de voir son avènement en fait. Et entrecoupé de ça, il y avait énormément de mythologie, c'était un livre que j'avais dévoré, que j'avais adoré. Il y avait un côté école aussi, puisque Anem en fait, il a une double casquette. À la fois, il essaye de devenir un avatar et donc va intégrer une école pour ça et disputer des épreuves. Alors un avatar, c'est une personne qui va traquer la magie. Et en même temps, il est dans un espèce de couvent avec son... pas son maître, mais voilà, son tuteur, qui lui parle de magie, puisque en fait, à Neve, il faut savoir qu'il est né avec un moignon, et que dans ce monde-là, le handicap physique est associé avec la possession de magie. Du coup, il doit cacher en fait ce qu'il est pour devenir un tracker des gens comme lui. C'est très particulier, on est déjà dans une dualité hein, dès le départ. Et vraiment ce premier tome a été excellent. J'ai lu enfin ce deuxième tome et malheureusement je suis plutôt déçue de cette lecture. Pas assez pour terminer la saga, pour dire tant pis je la continue pas. Mais qu'est-ce que c'était long! C'était hyper long, vraiment. J'ai pas retrouvé les choses que j'aimais tant dans le premier tome. Par exemple, la mythologie existe mais elle est pas du tout disséminée de la même façon. Du coup, il faut faire le tri par rapport à tout ce qu'on nous apporte. Il y a des actions qui sont vraiment très lentes. Alors qu'avec le premier tome, on avait l'apprentissage, les épreuves qui rendaient le récit très dynamique. Là on a plusieurs points de vue, ce qui permet quand même de dynamiser un petit peu l'ensemble, mais globalement c'est très long. Il se passe pas grand chose pendant une longue période et ça m'a un petit peu sorti de ma lecture, c'était très dur. Enfin c'est pas que c'était très dur parce que je l'écoutais donc ça allait, mais j'avais pas cette envie d'y retourner. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas cette envie furieuse de savoir qu'est-ce qui va se passer et j'ai été déçue. Alors heureusement quand même à la fin, et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est à la fin, on commence à apercevoir vraiment le mal en Anève, qui en fait est prophétisé comme étant la réincarnation du plus méchant des dieux. Et on commence à le sentir à la fin, ce mal voilà profond qui commence à le gangréner en fait, tout simplement. Alors que dans le premier tome, on est plus sur une dualité où on sent que voilà, il est pas tout blanc ni tout noir, on sent qu'il peut faire des choix qui sont pas foncièrement mauvais mais qui peuvent l'entraîner vers le côté du mal. Là, dans ce deuxième tome, à la fin, clairement, voilà, Anève, il commence à être un petit peu méchant, il commence à avoir des réflexions où tu fais je ne suis pas tout à fait d'accord. Bref, heureusement qu'il y avait ça parce que sinon ce deuxième tome, ça a été un peu une déception. Je lirai quand même le troisième tome, surtout que l'auteur a mis 1000 ans à l'écrire. Et je pense qu'à la fin de ce troisième tome, je déciderai de ce que je fais de cette série. Mais j'ai bon espoir que ce troisième tome revienne un petit peu aux bases que j'aimais. C'est juste que voilà, là j'ai trouvé que c'était un petit peu fouillis, qu'il y avait trop de choses, que c'était trop long. Et que du coup, on s'y perdait un petit peu et c'est dommage. Et enfin,
le gag, le running gag de toute cette année de 2024. Ce livre que j'ai placé dans nombre de piles à lire et que je n'ai jamais lu, que je vous ai dit à chaque fois, c'est bon, je vous jure, cette fois-ci je le lis. Je ne l'ai pas lu. Eh bien, je peux vous dire que je l'ai lu, ce tome 5 du Sorceleur d'Andrzej Sapkowski, publié chez Brajlon. Ça y est, je l'ai lu. Il était temps. Ça devenait risible. Ça devenait risible. J'ai même quelqu'un qui m'a dit « Ah, j'étais très en retard sur tes vidéos et du coup, je les regarde toutes et c'est marrant à quel point tu cites ce livre. » J'étais genre « Oui !» Et donc, je l'ai lu. Je l'ai lu, voilà, ce 5e tome. Ça y est. Je vous avais dit, hein, je le lirai avant 2025. Je l'ai terminé hier. C'est-à-dire que le 30 décembre, je l'ai terminé. Et je vous avoue que j'étais pas peu fière. Alors, merci les vacances en famille avec 5h30 de train, plus le retard, puisque comme ça m'a permis de vachement dégommer pas mal de livres qui me restaient à lire entre l'audio, l'e-book et compagnie. Ça m'a énormément aidé, je vais pas vous mentir. Mais ça y est, c'est lu. Alors, évidemment, Le Sorceleur, vous avez tous entendu parler de cette histoire qui est adaptée en série télévisée sous le nom The Witcher avec Henry Cavill, mon fave, qui malheureusement a quitté la série, qui donc ne prêtera plus ses traits à Geralt de Rive, qui est notre protagoniste, qui est un sorceleur, qui est donc un humain augmenté, qui peut faire un petit peu de magie, mais surtout qui va tuer des monstres, en gros. Un jour, il va rendre service à un couple qui va du coup lui promettre leur premier enfant en échange, et c'est comme ça que il va pouvoir réclamer notre Ciri, qui est le deuxième personnage principal, qui est une petite fille qui en fait va être enlevée lorsque le royaume de Nilfgaard va attaquer son royaume, le royaume de Cintra. À la base, Geralt il est pas du tout pour enlever la gamine, lui on lui a promis, mais il la réclame pas, mais quand même, il vient la voir de temps en temps, il la connaît, il la découvre. Et lorsque, du coup, Nilfgaard est envahie, il va la protéger. Il va la prendre sous son aile et ça va devenir comme sa fille. Il va vraiment lui apprendre plein de choses, il va développer énormément d'amour pour elle, sachant que Geralt, c'est quelqu'un qui est très solitaire, parce que au vu de sa condition, il est un peu seul, qu'il a eu, fut un temps, un amour passionnel avec la sorcière Yennefer, mais qu'au début de l'histoire, ils étaient un petit peu en froid. Et il y a ce fameux barde Jasquet qui lui colle au basque, qui en fait est son ami, même s'il se l'avoue pas. Mais sinon, il est quand même assez solitaire, cet homme-là, et du coup, Ciri, ça va vraiment être devenir comme sa fille. Sachant qu'avant l'histoire principale, qui commence au tome 3, vous avez 2 recueils de nouvelles qui parlent du coup de notamment Yennefer et Geralt pour poser un petit peu le décor de cette histoire. Donc ça, c'est théoriquement le 3e tome de l'intrigue principale, mais par rapport à la nouvelle découpe, c'est le 5e tome. C'est aussi le premier tome où je n'ai pas visuellement Henry Cavill en Geralt, puisque normalement la dernière saison s'arrête juste avant. Donc là c'est le premier tome et je vous l'ai répété tout au long de l'année, je voulais lire cette saga avant que la nouvelle saison ne sorte avec le nouvel acteur, parce que je veux dans ma tête garder Henry en Geralt. Et du coup, c'est dans cette démarche que j'ai décidé de lire Le Sorceleur. Enfin, du coup, d'accélérer ma lecture du Sorceleur. J'y ai pas tenu, hein, parce que du coup, j'ai passé l'année à vous dire que j'allais le lire, je l'ai pas lu, mais ça y est, je l'ai lu. Donc, début d'année, là, je termine. Mais cette fois-ci, je vais pas faire traîner, je vais pas faire comme avec celui-ci. Là là là. Et donc, bref, j'ai terminé ce livre. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était long. Encore une fois, c'était long. On m'avait prévenu, on m'avait dit que ce tome était très long et que celui d'après était exceptionnel, donc j'ai hâte de voir celui d'après parce que je me suis fait yesh tout du long. Il se passe rien. Il se passe rien, nos protagonistes sont tous à des endroits différents. Yennefer est dans un coin, Geralt est dans un coin avec des jasquiers, Ciri est dans un coin en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et en fait, ils interagissent jamais. Il se passe quasiment rien. Toute l'intrigue de Ciri, c'est rien du tout. Toute l'intrigue de Yennefer, elle se résume à 3 phrases. Et toute l'intrigue de Geralt, c'est qu'il rencontre des nains. Voilà, c'est tout. À la fin, il y a une petite bataille quand même, mais alors minuscule. Et on est plus sur un tome un peu comique avec Jasquier, Geralt, les nains. Mais ça m'a paru extrêmement long, c'est-à-dire que je pense qu'une petite nouvelle aurait suffi. Parce que là, il se passait rien du tout, mais rien, vraiment c'était de l'air quoi. Et on sent à la fin que du coup tout va converger pour que l'action se mette enfin en fait en place. Mais c'était long, c'était long, c'était long. Et du coup, on va pas dire que je suis hyper ravie de ce tome, hein. Vraiment, c'était pas incroyable.
J'ai bon espoir pour la suite puisque on m'a dit en privé que vraiment c'était un peu le seul qui était vraiment très long comme ça. Je parle pas du style d'écriture, hein. Je parle vraiment de l'intrigue. Et du coup j'ai bon espoir pour la suite que je lirai dès janvier. Cette fois-ci pour de vrai. Mais voilà, je suis bien contente parce que ça c'était vraiment un gag, ça devenait ridicule que je ne le lise pas. Et ça y est, je l'ai lu. Donc voilà mes dernières lectures de l'année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous tentent, si vous êtes fiers de moi, que j'ai enfin lu Le Sorceleur. On y croit pour 2025, je continue. N'hésitez pas à me dire quelle est votre dernière lecture de 2024. Et puis bah évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Pour tout le monde, un petit commentaire. N'importe quel emoji, celui qui vous passe par la tête, c'est la fin 2024. On est des fifous, on fait n'importe quoi. Et puis un petit like, ce serait votre cadeau de fin d'année pour moi. C'est gratuit mais ça peut extrêmement m'aider au niveau de la chaîne. Donc vraiment un grand merci. J'en profite pour vous dire une dernière fois merci infiniment pour cette année qu'on a passée ensemble, pour tout le soutien, pour la présence que vous m'avez apporté sur cette année. Donc vraiment un grand merci. Et puis bah moi en attendant la prochaine vidéo et surtout la prochaine année, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.